Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux, ou plutôt si nombreuses. Mais alors sur le plateau, il est vrai que là, on n'a pas tellement respecté la parité. Et on s'en excuse, mais le sujet... voilà. Mais dans ce sens-là, bon, pour une fois... Donc on est très heureux de consacrer cette soirée à Emma Goldman, qui, comme vous le savez, donc, est une grande figure féministe, anarchiste et juive. Pourquoi Emma Goldman maintenant? C'est parce qu'on a vu fleurir dans les librairies des traductions de ses textes au fur et à mesure des mois. Donc on a vu notamment l'ouvrage de Viviane Gornick. Viviane Gornick qui a écrit, peut-être vous l'avez lu, un très beau livre sur sa mère qui s'appelle Attachement féroce, qui a été publié il y a plusieurs années aux éditions Rivage. Mais là, elle s'est prêtée à l'exercice de la biographie pour les éditions, traduite par les éditions Payot. Donc déjà, ça a attiré notre attention. Et puis ensuite, les éditions Payot ont fait un travail incroyable de traduction de nombreux de ces textes, de textes d'Emma Goldman, donc comme Lettre à l'amant ou De la liberté des femmes, ou Vivre sa vie, et j'en passe d'autres. Mais nos super libraires vous ont sélectionné un grand nombre d'ouvrages sur Emma Goldman et également d'ouvrages de nos intervenantes, donc n'hésitez pas en sortant à aller jeter un œil et choisir l'ouvrage qui vous tenterait le plus. Donc pour vous parler d'Emma Goldman et de ses multiples facettes, tout en, étant donné qu'on est au musée d'art et d'histoire du judaïsme, creuser son rapport, son histoire juive et son rapport à la judéité, qui est parfois, souvent même, moins connu et moins exposé. Donc grâce à nos intervenantes, nous allons voilà, un peu explorer ce pan-là aussi, qui est peut-être souterrain, mais transversal dans sa vie et ses engagements. Donc merci infiniment Alice Béja et Maria Chomard d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Léa Weinstein d'animer cette conversation. Léa Weinstein, donc, est productrice de documentaires radiophoniques, écrivain et aussi philosophe, mais elle tient à préciser, elle n'est pas spécialiste d'Emma Goldman. Voilà. Alors, au menu ce soir, un premier temps de conversation autour avec nos trois intervenantes. Il y aura une introduction un petit peu longue, mais pas trop, mais il nous a semblé avec Léa qu'il était important de reprendre la biographie de manière chronologique d'Emma Goldman afin ensuite de pouvoir explorer les différentes thématiques. Et après leur conversation d'à peu près 45 minutes, on vous présentera un court-métrage qui s'appelle Emma la Rouge, qui est réalisé par Masha Ovnichikova, qui nous a beaucoup intéressés et qui témoigne aussi de cet intérêt pour Emma Goldman aujourd'hui. Donc on vous le présente, il dure 15 minutes et ensuite on se retrouvera pour une discussion avec Maria Chomard, Léa, l'équipe du film. Et malheureusement, on excusera Alice Béja qui devra s'éclipser en milieu de soirée. Voilà, donc la soirée va durer à peu près jusqu'à 20h45, 21h. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et vous remercie encore infiniment d'être là avec nous. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, mesdames. Une soirée donc ensemble pour parcourir une vie, mais surtout une figure, celle d'Emma Goldman, et des idées qui s'articulent autour des trois mots en isme, parmi nos préférés choisis par Sophie Andrieux et les équipes du musée ce soir: anarchisme, judaïsme, féminisme. Qui vont donc essayer de nous guider dans cette conversation avec vous. On va aussi, à travers Emma Goldman, traverser une époque, puisque sa vie elle-même, on va le voir tout de suite, est marquée par les grands événements de la fin du 19e et du premier 20e siècle, et de façon très intense, avec des allers-retours entre l'Europe,
la Russie et les États-Unis. C'était dans le désordre, mais on va remettre de l'ordre après. Gardons aussi à l'esprit, peut-être pour commencer cette discussion, que cette redécouverte dont parlait Sophie Andrieux et qui donc nous réunit ce soir, cette riche actualité éditoriale autour d'Emma Goldman, et qui n'est pas qu'éditoriale, puisqu'elle est aussi cinématographique, et ce sera la deuxième partie de cette soirée, est certainement le signe qu'Emma Goldman a quelque chose à nous faire entendre aujourd'hui, tant du côté des failles du capitalisme, notamment aux États-Unis, que des ravages de la pauvreté, qu'elle a beaucoup combattu, que sur le plan de la régression du droit des femmes, pour lesquelles elle s'est battue toute sa vie, et en particulier aux États-Unis. Alors, quelques repères biographiques, donc, comme promis, et je ne vais pas être trop longue, puisque comme l'a gentiment rappelé Sophie Andrieux, je ne suis pas spécialiste et je suis là pour vous donner la parole, mais pour éviter que vous ayez à le faire et pour qu'on soit tous un peu à l'unisson dans les éléments qu'on a en tête de sa biographie. Je rappelle donc que Emma Goldman est née en 1869. À l'époque, c'est l'Empire russe, dans une famille juive, donc une famille pauvre, avec un père violent, qui va finalement accepter qu'elle parte, qu'elle s'exile avec sa sœur aux États-Unis, où elle part pour la première fois à l'âge de seulement 16 ans. Où elle arrive donc à Rochester et où elle travaille à ce moment-là tout de suite dans des usines de textiles, et donc va rencontrer assez vite les milieux socialistes et anarchistes. Elle rejoint ensuite New York, où elle va faire une rencontre déterminante, et il y en aura plusieurs, des rencontres déterminantes, mais celle-ci sera importante dans son itinéraire politique et intellectuel, donc en la personne de Alexander Berkman, un militant qui est lui extrêmement engagé et entièrement dévolu à la cause anarchiste, et auprès de qui Emma Goldman va vraiment connaître aussi la lutte dans ce qu'elle peut contenir de vital, qui va devenir une expérience vitale pour elle à ses côtés. On est donc dans les années 1890 aux États-Unis, et la crise industrielle s'aggrave, ce qui va évidemment alimenter la lutte politique pour Emma Goldman, qui devient de plus en plus connue aussi pour ses positions, et qui donc est de plus en plus observée, surveillée, à la fois par la presse, avec qui je crois qu'elle va nouer un lien d'amour-haine assez intense toute sa vie, mais aussi par la police et plus largement par le pouvoir. Donc son itinéraire est marqué par un premier procès avec emprisonnement pour avoir dit à une foule de chômeurs qui est rassemblée lors d'une manifestation de 1er mai à Union Square, pour les avoir. Elle est accusée d'incitation à l'émeute pour un discours qu'elle prononce à l'occasion de ce rassemblement de chômeurs. Et en prison, elle découvre, et je crois qu'on va y revenir, que ça va être important, les conditions de vie, en particulier des femmes, leur impossibilité à disposer de leur corps et notamment à pouvoir avorter. C'est quelque chose qui va aussi marquer sa vie, son itinéraire, à la fois plus tard, même professionnel, puisqu'elle va prendre pour métier plus tard le métier de sage-femme, mais aussi sa lutte féministe. À ce moment-là, elle est devenue vraiment une icône de la lutte anarchiste. Elle parcourt tous les États-Unis à coups de meetings, de conférences. Elle remplit des salles qui sont pleines à craquer. Elle a visiblement, d'après tous les témoignages, des talents d'oratrice assez exceptionnels et notables. Et ça nous conduit en 1917, autre date importante, autre accusation, où là, cette fois, Emma Goldman va être accusée de propagande contre la conscription des soldats américains, 1917. On est donc en pleine guerre mondiale. Et là, elle va être déchue
de sa nationalité américaine et expulsé des États-Unis, renvoyé dans son pays natal, donc la Russie, et on est en 1917, donc c'est ce qui va faire que, ironie de l'histoire, elle va pouvoir assister à la révolution bolchevique qui a lieu à ce moment-là, et elle va aussi en constater l'échec. Elle finit en tout cas sa vie apatride, sans papier, si je peux dire, épuisée par des années de lutte qui lui ont quand même beaucoup coûté, et des chagrins d'amour aussi qui, dit-elle, lui ont beaucoup coûté aussi, puisqu'elle a tenu toute sa vie, et on le sent vraiment quand on la lit aujourd'hui, elle a tenu toute sa vie à ne pas séparer l'expérience affective, vitale, émotionnelle de l'expérience politique. Elle a au contraire essayé de faire des liens entre ces deux dimensions. Alors, je vais maintenant présenter les invités de ce soir. Mais je voudrais juste peut-être qu'on se donne à l'intérieur donc, de cet itinéraire, et on en parlait en coulisses, si je peux dire, c'est difficile de résumer cette vie rapidement, parce que vous voyez qu'on est obligé, en fait, pour en avoir les grands moments, de passer par certaines... voilà, c'est difficile de zapper des choses, on est obligé quand même d'en garder un certain nombre, et on cherche le fil rouge. Donc ce soir, on va essayer de chercher ce fil rouge, et je me suis, moi, aidée pour le trouver d'une citation d'un portrait qui est cité donc dans l'une de ces publications que Payot retraduit dans la traduction de Léa Gauthier, Les Lettres à l'amant. Et dans son introduction, Léa Gauthier, justement, évoque un des nombreux articles de presse qui ont fait le portrait d'Emma Goldman. Donc c'est un homme, c'est une parole d'homme sur Emma Goldman, que je vais vous lire et qui nous donne peut-être le fil rouge de cette discussion. C'est une femme qui croit en sa cause et la ressent avec une immense intensité. C'est à l'aune à laquelle elle mesure toutes les valeurs. Elle souhaite que le monde soit remodelé en fonction du plus grand de ses désirs. Quel est-il ? La liberté. Une liberté absolue, inconditionnée, non intrusive. Ce n'est qu'un rêve, me direz-vous. Mais qu'est-ce qu'une vie sans rêve, si ce n'est le trépas ? Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter Alice Béja. Donc, vous êtes maîtresse de conférences en études américaines à Sciences Po Lille, chercheuse au CERAPS, et vous êtes spécialiste d'histoire politique et intellectuelle. Vous travaillez notamment sur l'anarchisme aux États-Unis et sur l'histoire des femmes. Vous avez publié au mois de mars de cette année une biographie intellectuelle d'une autre anarchiste, Voltairine de Cleyre, qui était une contemporaine d'Emma Goldman, donc on va peut-être y revenir ensemble. C'est aux éditions de l'Atelier. Et Maria Chaumard, vous êtes docteure en histoire de l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et vos recherches que vous menez maintenant au sein de l'Institut d'histoire du temps présent portent sur les dynamiques de solidarité au sein des réseaux anarchistes juifs en Amérique du Nord et jusqu'en Europe. Donc on voit bien comment la discussion entre nous va pouvoir se faire. Je voudrais qu'on commence peut-être, si vous êtes d'accord, puisqu'on a parlé de la liberté et de cette liberté tellement intense, peut-être commencer avec cette notion d'anarchisme qui est vraiment accolée au nom d'Emma Goldman de manière un peu automatique. Alice Béja, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment Emma Goldman rencontre l'anarchisme, et est-ce qu'elle le rencontre d'ailleurs sous cette appellation-là ? Est-ce que ça s'appelle comme ça ? Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Alors oui, donc l'anarchisme, c'est vraiment ce qui définit l'engagement d'Emma Goldman tout au long de sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ce n'est pas le cas de toutes les militantes et militants. On n'a pas forcément les mêmes engagements tout au long de sa vie. Et Goldman, jusqu'à sa mort en 1940, son dernier combat, c'est la guerre civile espagnole, où elle s'engage aux côtés des anarchistes. Elle rencontre l'anarchisme aux États-Unis.
Et ça, c'est intéressant aussi parce que, on y reviendra sans doute, mais aux États-Unis, les anarchistes sont considérés comme des étrangers, des étrangères. C'est une idéologie qui est vue comme importée d'Europe et singulièrement d'Europe de l'Est et d'Italie. Or, en fait, la plupart des anarchistes le deviennent sur le sol des États-Unis en constatant la violence sociale qui existe. Et il y a un événement qui est extrêmement important dans la politisation d'un certain nombre de ces militantes et de ces militants, c'est le 11 novembre 1887, l'exécution de ceux qu'on appelle les pendus de Chicago, qui sont donc 4 anarchistes qui sont accusés d'avoir posé une bombe à Haymarket Square, dont le procès est largement politisé, où en fait on fait le procès de l'anarchisme et non pas de ces anarchistes. Et c'est véritablement cet événement qui crée une onde de choc nationale mais aussi internationale. On a énormément de mobilisation en France contre cette exécution. Et c'est ça qui va amener Goldman à l'anarchisme, qu'elle va découvrir ensuite en termes de milieu à New York, où, comme vous l'avez rappelé, elle rencontre Berkman, Johann Most et d'autres figures de l'anarchisme de l'époque. Alors, sur la terminologie, effectivement, à la fin du 19e, à cette période-là, on a quand même déjà un mouvement qui se revendique de l'anarchisme, puisqu'il y a eu déjà la scission au sein de l'international entre les marxistes et les anarchistes. Et donc mais les appellations restent flottantes, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'anarchistes qui continuent à se qualifier de socialistes. On parle aussi d'anarchisme communiste pour faire référence à l'anarchisme issu de la pensée de Pierre Kropotkin et dont Emma Goldman se réclame. Donc disons que voilà, ce vocabulaire reste encore mouvant, il se solidifie dans cette fin de 19e et au début du 20e siècle. Mais c'est vraiment, disons pour faire un résumé très très bref, c'est l'opposition à toute forme d'autorité instituée, qui ne signifie pas qu'il n'y a pas d'ordre, qu'il n'y a pas d'organisation au sein des anarchistes, mais c'est le refus de l'institution. Et donc que ce soit l'institution religieuse, l'institution étatique, puisqu'effectivement, on a souvent tendance, je trouve parfois aussi en France, à insister beaucoup sur l'anticapitalisme, etc. Puis dès qu'on arrive sur la critique de l'État, d'un coup, on est oui, c'est vrai, ils étaient aussi contre l'État. Non, c'est quand même fondamental. Les autorités instituées, dans le cas des femmes anarchistes dont on va parler, c'était aussi l'institution du mariage, l'institution de la famille, pas que pour les femmes, mais elles étaient particulièrement actives dans ce champ-là, et l'opposition à ce qu'on appellerait aujourd'hui le patriarcat. Maria Chomard, peut-être que vous pourriez nous parler aussi dans ces premières années de rencontre avec l'anarchisme. Est-ce que pour autant, même si ça se déroule donc sur le sol américain, est-ce que pour autant le fait d'être une étrangère, d'être arrivée de l'Empire russe, est-ce que ça va être déterminant dans la façon dont Emma Goldman va rencontrer ces milieux-là? Ça marche, je crois. Merci beaucoup pour cette question et merci pour l'invitation. Très content d'être ici ce soir. Oui, ce parcours, le fait d'être né dans ce qui à l'époque était l'Empire russe. Emma Goldman est née dans la ville de Kovno, Kaunas aujourd'hui, la Lituanie actuelle. Comme vous l'avez dit, très justement, elle vient d'une famille qui est très traditionnelle, où les rôles genrés sont repartis. Ses parents se sont mariés, pas forcément par choix, c'était un mariage arrangé. C'est d'ailleurs par ce fait-là qu'elle va expliquer la violence de son père, le fait d'avoir été exposée à des interdictions dès toute jeune, mais aussi à des injonctions de type mariage forcé, encore une fois, limitation en termes d'études. Tout cela a influé sur son parcours et sur sa radicalisation, si on peut le dire, ultérieure.
Mais il y a aussi la composante effectivement géopolitique, c'est-à-dire que la Russie impériale à l'époque c'est un État autoritaire, pour ne pas dire totalitaire. C'est un régime absolutiste. Au moment où Emma Goldman va quitter la Russie, c'est-à-dire 1885, on est déjà à l'époque du tsar Alexandre III qui va être beaucoup plus autoritaire. Ce régime va être beaucoup plus limitant, et notamment pour les populations juives, que ça n'avait été le cas sous le tsar Alexandre II, assassiné par d'ailleurs des personnes qui, voilà, de manière un peu paradoxale, ont inspiré Goldman aussi dans son évolution politique. Le fait qu'elle ait été juive, même si c'était un peu secondaire, disons, dans sa pensée et dans son identité, elle s'identifie quand même en tant que juive. Elle le dit dans sa biographie plusieurs fois. Je viens d'une famille juive. Elle venait d'une famille religieuse, c'est-à-dire que ses parents allaient à la synagogue tous les samedis et pendant les fêtes religieuses. Cela a bien sûr également influencé son parcours et son choix, sa volonté en tout cas de se libérer de cette condition d'opprimée à laquelle elle a été soumise, enfin à laquelle elle a été exposée, y compris de par du fait de son identité religieuse assignée, disons, même si elle-même, elle s'est toujours revendiquée comme athée. Donc, tout à fait. Si je peux juste rebondir, alors pour le côté très anecdotique, dans les lettres de Goldman, elle évoque, pas très souvent, mais quand même, son rapport à la nourriture et son attachement à la judéité et à ses origines passe aussi par ce rapport à la nourriture. Elle envoie des recettes, et puis quand elle est exilée en Europe, elle dit ah mais non, mais je peux pas manger de nourriture juive correcte ici, c'est terrible. Les États-Unis me manquent parce que voilà, la communauté juive de New York restait très proche de ces traditions. Et d'un point de vue plus de sociologie du militantisme, vraiment cette communauté juive russe, elle est tout à fait centrale dans les réseaux états-uniens. Bon, déjà, elle est centrale dans l'immigration, puisque c'est les juifs russes qui fuient la zone de résidence et les pogroms sont extrêmement nombreux à arriver aux États-Unis dans cette période entre 1870-80 et les années 10. Et ils forment, enfin elle et ils forment vraiment avec les Italiennes et les Italiens les plus gros réseaux militants anarchistes dans des villes comme New York, notamment, qui est la première ville juive du monde à la fin du 19e. Mais pourquoi c'est eux qui vont justement forger ces plus grandes communautés? Comment est-ce que ça, on peut l'expliquer? Est-ce que c'est lié justement aux influences russes, à ce qu'ils ont pu lire là-bas avant leur émigration, par exemple? Est-ce qu'il y a quand même une influence directe qui explique pourquoi ces milieux-là sont en effet les plus grands numériquement dans ce monde-là? Clairement, j'ai des problèmes aujourd'hui. Oui, ça fonctionne. Alors, influence directe, difficile de le dire sans paraître trop déterministe, mais en tout cas, il est vrai que d'une part, comme j'ai dit, la condition d'oppression qui touchait en particulier la population juive dans l'Empire russe, c'était un grand facteur. Évidemment, les Juifs étant un des plus opprimés, un des plus affectés finalement par ce régime extrêmement autoritaire, était plus porté à la rébellion quelque part. En Russie également, même sans le fait de l'immigration, ils ont fait les nombres les plus importants dans le mouvement révolutionnaire. Plus tard, on va reprocher quelque part aux bolcheviks que voilà, les juifs étaient les plus nombreux dans leur rang et que finalement tout cela était un gros complot juif, etc. Mais il y a aussi des références à la fois culturelles et religieuses, sachant que les deux sont quand même extrêmement liés. Le laïc dans la culture juive reste énormément influencé finalement par toute cette
tout ce volet religieux et des références bibliques, si bien que, si on parle de l'anarchisme en particulier, il a existé, ce n'est pas du tout un courant auquel Goldman va s'identifier, mais pour vous donner un exemple et que vont reconnaître finalement plusieurs personnes avec lesquelles Goldman était en contact et qui ont aussi puisé là-dessus, il a existé un mouvement de l'anarcho-judaïsme, c'est-à-dire les rabbins philosophes versés dans la Kabbale vont reconnaître certains concepts tels que le concept d'Adama, c'est-à-dire la terre, le respect, la cultivation de la terre qui aurait été donné comme devoir à Adam par Dieu dans la tradition kabbalistique. Ça va être très présent à la fois dans l'anarchisme et plus particulièrement dans l'anarchisme de Goldman, puisque elle va fonder en 1906 le journal, le périodique anglophone qui va s'appeler Mother Earth. C'est voilà, un clin d'œil justement à cette nécessité de respecter l'environnement, harmonie sociale mais aussi environnementale. Ensuite, il y a le concept de la dignité humaine, il y a le concept de l'égalité, il y a le concept de Ba'alut, c'est-à-dire la propriété, donc le rejet de la propriété qui sera présent, sera en tout cas interprété comme étant présent dès dans la Kabbale par ces rabbins philosophes, mais ce sont aussi des concepts qui vont influencer certaines figures de l'anarchisme avec lesquelles Goldman sera amené à être en contact, dont Saoul Janowski, un des premiers éditeurs du journal Freie Bethesdeme à New York, dont Hillel Zolotarov, un des disciples de Johann Most, qui lui aussi aura influencé Goldman. Donc même si, j'ai l'impression de partir sur un tout autre sujet là, mais, parce que Goldman ne sera pas directement concerné, disons, mais elle sera versée dans ce même milieu qui sera composé des juifs russes qui certes seront influencés, et leur radicalisation aura été influencée par toutes ces traditions à la fois religieuses, culturelles, géopolitiques et finalement la complexité de toute cette expérience de leur émigration, mais aussi des références qu'ils vont pouvoir trouver aux États-Unis, puisque je suis tout à fait d'accord avec Alice, ce n'est pas que l'émigration, ce n'est pas que l'expérience juive russe qui fait le radicalisme, mais c'est aussi les références et la déception finalement qu'ils éprouvent en arrivant aux États-Unis et en se rendant compte que finalement la liberté n'est pas bien plus présente sur le continent américain que ça n'avait été le cas en Russie. Et la découverte aussi du travail ouvrier, de la difficulté de la condition ouvrière qu'elle va découvrir très tôt, en fait, puisque elle a 16 ans, je crois, lorsqu'elle commence à travailler en usine. Donc oui, en effet, elle déchante, comme dit Viviane Gornick. Peut-être pour comprendre comment on va passer de l'anarchisme au féminisme et comment en fait on va pas passer, justement parce que c'est la même chose chez Emma Goldman, on peut revenir sur cette idée que vous expliquiez au début de transversalité. J'ai l'impression que justement dans ces textes, cette transversalité de l'anarchisme qui s'en prend à toutes les formes d'autorité est pure, en fait, chez Emma Goldman. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre et que justement le féminisme découle de façon extrêmement évidente de la lutte politique. Comment est-ce que ça se passe, ce découlement justement pour elle ? Oui, et ça c'est quelque chose qui est très important parce que très souvent, Goldman, en termes de postérité, elle a vraiment été redécouverte dans les années 60-70, donc ce qu'on appelle la deuxième vague du féminisme, qui est très axée sur les questions justement de droit à l'avortement, de contrôle de son propre corps. Et dans cette perspective-là, on a souvent mis beaucoup en avant le féminisme de Goldman et ses textes qui réellement parlent déjà de ces questions-là. Et parfois, on a eu tendance un petit peu à masquer son anarchisme, alors que pour elle, et du reste, elle le dit très explicitement, en fait, son combat pour l'émancipation des femmes, non seulement découle directement de son anarchisme, mais en est l'un des aspects.
et d'ailleurs qui est, autant c'est quelque chose que dans sa vie, elle va appliquer tout au long de son existence, autant en termes de militantisme et de mobilisation, ça correspond à une période de sa vie, donc le début du XXe siècle, grosso modo les années 1900-1910, et c'est là d'ailleurs qu'elle va publier ces grands textes sur l'émancipation féminine, la critique du puritanisme, etc. Et donc il faut bien le comprendre justement comme articulé à son anarchisme. Après, il y a un contexte aussi spécifique aux États-Unis qui explique la forme que va prendre cette mobilisation pour elle. Et c'est d'une part, c'est le moment où le mouvement pour le droit de vote des femmes aux États-Unis prend une dimension nationale à la fin du 19e et au début du 20e, sachant que le droit de vote va finalement être accordé dans les années 1919-1920. Et donc c'est vraiment le mouvement majoritaire, disons, d'émancipation des femmes. Alors autant vous dire qu'évidemment Goldman, en tant qu'anarchiste, le mouvement pour le droit de vote, c'est pas vraiment sa priorité. Et donc en fait, un certain nombre des arguments qu'elle développe dans ses textes sur les femmes sont adressés aux suffragistes, en leur expliquant, bon, c'est pas qu'elle est contre le droit de vote, elle prend pas position contre, elle dit juste, ça sert à rien, ça n'a pas émancipé les hommes, donc on voit pas pourquoi ça émanciperait les femmes, et la question de l'émancipation des femmes, elle est bien différente, puisqu'elle a trait, alors, l'émancipation économique, pour elle, est importante, mais elle dit si c'est ensuite pour reproduire un modèle ou pour rentrer, en fait, elle critique le modèle dominant du suffragisme, qui est largement un modèle blanc, bourgeois, qui est pour dire il faut que les femmes puissent devenir avocats, médecins, etc. Ce que Goldman dit, c'est que, en fait, pardon, mais il y a plein de femmes qui travaillent depuis des années dans les usines et ça leur va pas vraiment apporter l'épanouissement, la liberté et l'autonomie. Donc il y a autre chose à faire, et ce qu'elle dit, c'est que c'est l'émancipation intérieure qui est importante, et c'est en fait se défaire de ce qu'on appellerait aujourd'hui les normes de genre qui nous sont imposées par la religion, l'État, et donc c'est là où elle en revient au cœur de son idéal anarchiste, de dire ce sont ces institutions qui participent de l'asservissement en fait, des femmes. Et donc c'est dans ce contexte-là, dans le contexte aussi du développement auquel elle participe largement et pour lequel elle est d'ailleurs arrêtée, d'un mouvement pour la contraception, qui émerge, alors c'est des discussions qui émergent dès le 19e siècle, mais qui se concrétisent au début du 20e, sachant que aux États-Unis, à l'époque, il y a des lois qui interdisent toute propagande obscène, et cette loi, qui s'appelle la loi Comstock, est appliquée à toute forme d'information sur la contraception qui peut être diffusée, et donc c'est par là qu'un certain nombre de publications anarchistes et non anarchistes qui promeuvent ou en tout cas expliquent des méthodes de contraception qui existaient à l'époque sont arrêtées, les publications sont interdites, et ça, notamment au début des années 10, c'est un mouvement auquel Goldman participe très largement. Et comme vous l'avez dit, en se nourrissant aussi de sa vie sentimentale et personnelle, puisqu'elle promeut l'amour libre, et aussi de ses expériences professionnelles en tant que sage-femme. Elle promeut, mais elle va beaucoup subir aussi l'amour libre quand même. Il y a quelque chose que je trouve assez frappant aujourd'hui, pour revenir à cette question des échos avec le présent. Quand on lit ces textes sur l'émancipation féminine, il y a une dimension assez concrète. J'ai l'impression que c'est vraiment le corps des femmes aussi qui l'intéresse de manière assez concrète. Et alors, j'ai retrouvé cette phrase d'elle qui, justement, fait le lien entre l'anarchisme et le féminisme et cette question du corps que je trouve assez frappante. Elle écrit « L'anarchisme représente donc essentiellement la libération de l'esprit de la domination religieuse, la libération du corps du joug de la propriété, la libération de l'individu des entraves et des restrictions du gouvernement. » Donc on voit bien comment tout ça est en effet un seul et même système. Je me demandais aussi, Maria Chaumard, d'un point de vue biographique, donc j'avais l'impression en lisant que sa découverte,
pour la prison, on va peut-être pas parler de découverte, mais son expérience de la prison va aussi avoir une importance considérable sur sa vision des enjeux féministes. En tout cas, des problèmes très concrets, là aussi, qui se présentent pour les femmes. Ah, totalement. Et même pour faire le pont avec ce qu'on avait dit sur la religion et en particulier la religion juive et comment elle continuait à jouer un rôle et à nourrir la réflexion de Goldman, même par opposition, même si elle-même y était opposée. Quand la première fois qu'elle se retrouvait en prison aux États-Unis, on lui a demandé quelle était sa dénomination religieuse. Elle a dit « je n'ai pas de religion ». On a insisté, on a dit « il faut que vous déclariez une religion ». Elle dit « bon, j'ai été élevée dans la tradition juive, est-ce que vous avez une synagogue ?» Elle était persuadée que probablement pas, hein, elle s'y attendait pas. On lui a répondu en fait on a une synagogue, mais comme on n'a pas d'autres femmes arrêtées, femmes emprisonnées qui y vont, on ne peut pas vous permettre d'y aller seule, entourée d'hommes. Donc finalement, même la religion qu'elle a dû déclarer, qu'on a exigé d'elle qu'elle déclare, elle n'a pas pu la pratiquer en tant que femme parce que ce n'était pas prudent, ce n'était pas accepté, en tout cas acceptable pour elle d'aller à la synagogue entourée d'hommes. Donc est-ce qu'elle l'aurait fait? Vous pensez qu'elle serait vraiment allée difficile de dire. Je pense que si la prison reste la prison, si elle était obligée, je pense qu'elle n'aurait pas eu le choix. Mais en tout cas, même cette déclaration n'a pas valu grand-chose. Donc, effectivement, cette expérience, je pense, a prouvé encore une fois, non pas qu'il y avait besoin tellement de preuves, puisqu'elle était déjà assez confiante dans ses idées, ça a quand même apporté une preuve de plus au fait que les femmes étaient discriminées dans la société et jusqu'à la prison. Et cette expérience de la prison, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, c'est une expérience que la majorité des militantes et des militants anarchistes font. Parce qu'il y a une suite aux nombreux attentats qui sont menés notamment en Europe, mais également aux États-Unis, puisqu'en 1901, le président des États-Unis, McKinley, est assassiné par un homme qui se réclame de l'anarchisme. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Il y a une criminalisation des anarchistes qui sont considérés comme intrinsèquement violentes et violents. Et donc l'expérience de la prison est une expérience très largement partagée et d'ailleurs sur laquelle nombre d'anarchistes vont écrire. Et Alexandre Berkman, que vous citez tout à l'heure, il a écrit Les Mémoires de prison d'un anarchiste, qui est d'ailleurs un livre formidable et que je recommande chaudement. Et les anarchistes en prison vont réfléchir sur le système pénal, le système carcéral, donc ça va nourrir en fait aussi leur critique de ce système. C'est le cas pour Goldman. Bon, Voltairine de Cleyre n'a jamais été en prison, mais elle a quand même dénoncé ce système-là. Et dans le cas de Goldman, effectivement, comme elle sera dans des prisons de femmes, ça va lui permettre aussi d'être en contact avec donc, les autres femmes qui sont prisonnières, de se rendre compte qu'un certain nombre d'entre elles y sont pour prostitution, ou ils sont pour avoir abandonner leurs enfants. Enfin, ils sont pour des raisons qui ne constituent pas à ses yeux des crimes, mais qui sont liées à la condition d'être une femme des classes populaires aux États-Unis à l'époque. Encore plus dans le cas, par exemple, des femmes noires ou d'autres minorités. Et donc, effectivement, ça contribue à nourrir son anarchisme et même ses capacités organisationnelles, hein, puisque notamment, elle met en place à plusieurs moments de ses arrestations des sortes de réseaux pour faire rentrer de la nourriture, encore une fois, voire pour essayer de cuisiner en prison, de faire du café qui soit correct, enfin, des systèmes de solidarité entre prisonnières. Dans ses arrestations successives, comme elle est un petit peu connue, elle bénéficie d'un certain nombre de privilèges, parfois vis-à-vis des matrones, donc de la hiérarchie de la prison, dont elle va faire usage, là encore, au bénéfice d'elle-même hein, aussi, mais de ses camarades également. Donc il y a vraiment une politisation qui passe par la prison, et c'est aussi là, en 1893, lors de sa première incarcération, qu'elle va lire un certain nombre d'auteurs états-uniens, notamment Thoreau, donc, qui a écrit de la désobéissance civile, notamment Emerson,
Et ça aussi, ça va orienter fortement son anarchisme, puisqu'elle va décider, à partir du début du XXe siècle, en fait, de sortir de ces cercles juifs, russes, principalement yiddishophones, pour insister bien davantage sur la propagande en anglais, et de dire, en fait, si on veut se faire entendre dans ce pays, déjà, il faut qu'on parle la langue de ce pays, et il faut qu'on s'adresse plus seulement aux ouvriers, aux ouvrières et à nos camarades de la communauté juive, mais il faut qu'on s'adresse en fait aux intellectuels, à une certaine frange de la bourgeoisie radicalisée, aux bohèmes de New York, ce qui va lui valoir beaucoup de critiques de la part de certains de ses camarades, dont Voltairine de Clercq, qui n'est pas du tout d'accord, qui, elle, va continuer à parler, alors qu'elle n'est pas juive, aux juifs et aux juifs de Philadelphie. Bon, je pourrais y revenir, mais c'est un peu paradoxal. Et Goldman, elle, son idée, c'est voilà, il faut que notre message passe plus largement, justement, pour qu'on arrête de nous considérer comme des fous étrangers qui veulent mettre des bombes partout. Et donc, on leur montre que c'est pas ça qu'on veut faire. Et la création de la revue Mother Earth que Maria mentionnait en 1906, c'est ça aussi. C'est de dire, on va avoir une revue en anglais qui publie aussi de la littérature, qui a un travail graphique, qui est proche des milieux de la bohème new-yorkaise, pour nous permettre voilà, d'avoir une approche là aussi plus ouverte et de diffuser notre message plus largement. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans cette revue? Alors, est-ce que c'était une revue qui se vendait, enfin qui était distribuée largement Est-ce que ça a contribué en effet à la faire connaître, elle? Je ne sais pas si tu as, Alice, les chiffres, enfin les taux de circulation. Je ne vous demande pas les chiffres, hein, mais juste pour parce que ça peut être très confidentiel, ou ça peut en effet avoir cette fonction d'ouvrir vers un public plus large et de la faire connaître. Parce que à partir de quand est-ce qu'elle va bénéficier justement de cette célébrité relative? Quand et comment devient-elle une figure politique, si on peut parler de figure politique d'ailleurs, je ne sais pas. Les écrits dans Mother Earth, en tout cas, ils contribuent énormément, sachant que Goldman, c'est pas quelqu'un qui est considéré comme étant une penseuse dans le sens où elle n'a pas produit de texte, voilà, elle n'a pas écrit de gros livres, de gros ouvrages où elle aurait exposé toutes ses idées, à part peut-être sa biographie, mais ça viendra plus tard et à un autre niveau. Disons que le sens de la biographie, c'est pas tout à fait la même chose que celui d'un ouvrage idéologique. Mother Earth, qui sera distribué, publié jusqu'à 1917, donc jusqu'à son ultime arrestation, après laquelle, 2 ans plus tard, elle sera expulsée et déportée en Russie, avec nombre d'autres anarchistes, on appellera ça l'arc soviétique. Ce bateau qui partira vers la Russie soviétique. Mother Earth devient cette plateforme, devient ce moyen pour elle de speak her mind, de communiquer ses idées. Elle et nombre de ses camarades, hein, elle est loin d'être la seule à publier dans ce périodique, mais c'est par ailleurs aussi une plateforme pour la solidarité dans laquelle elle va s'engager à ce moment-là. Et notamment, c'est dans les pages de Mother Earth qu'elle va lancer des appels pour le soutien des anarchistes ou des personnes qui se réclament du socialisme et qui seront proches des idées anarchistes, qui vont commettre, y compris des attentats, y compris des actes violents contre la conscription, contre la participation des États-Unis à la guerre, à la Première Guerre mondiale, qui à l'époque n'était pas encore commencé, donc contre le Preparedness Movement. Ce sera tout en microcosme, en fait, tout en un milieu qui à un moment donné va endosser le terme de famille. Ce sera le cercle qui se formera autour de ce journal va s'appeler Mother Earth Family, ce que je trouve aussi être une métaphore assez intéressante et tout à fait en phase avec la logique anarchiste. Oui, même un petit peu avant, c'est-à-dire qu'avec l'assassinat de McKinley, en fait, la police véritablement donne la chasse à Emma Goldman, qui va finir par être arrêtée et relâchée, faute de preuves de son implication dans le dit assassinat. Elle est obligée de vivre dans la clandestinité, de prendre un nom d'emprunt. Et c'est là, en fait, c'est ce parfum de scandale, hein, après l'assassinat du président, qui va contribuer à la propulser. Alors, c'est pas non plus une star, hein, ça reste quand même une anarchiste. Mais néanmoins, tout au long de ces années 1900,
Et ce qui va aussi donner une autre ampleur à son militantisme, c'est donc ce que j'ai dit, cette stratégie d'américanisation. C'est la création de Mother Earth, bien évidemment, et c'est la rencontre avec Ben Reitman, donc qui fait l'objet des lettres, qui devient son amant et qui devient aussi son manager. Reitman, je ne vais pas m'étendre sur lui, c'est un personnage très haut en couleur, très critiqué aussi par le milieu anarchiste parce qu'il n'en vient pas, mais qui va professionnaliser en quelque sorte aussi tout simplement les tournées de conférences que fait Emma Goldman en y amenant plus de monde. Et donc ça va contribuer aussi à la rendre plus connue, tout simplement. Et aussi, comme vous le disiez, à l'écho qu'elle trouve auprès de la presse, y compris la presse généraliste mainstream aux États-Unis, qui éprouve un mélange de peur et de fascination pour cette femme qui est toujours dépeinte. Alors après, il y a des descriptions de son physique en disant « Oh, mais on pensait qu'elle était super dangereuse. En fait, elle est toute petite, elle a l'air vachement sympa. » Ses tenues. Voilà, on essaye de la domestiquer, comme si elle devait forcément apparaître hirsute, avec un couteau entre les dents, une bombe à la main, pour vraiment montrer genre je suis anarchiste. Et en fait, il se retrouve face à une intellectuelle juive qui vient leur parler de ses idées, quoi. Ouais. Oui, alors elle n'a pas l'air forcément avenante. Mais alors, faut se souvenir aussi qu'à l'époque, on sourit pas sur les photos, hein, y compris pour des raisons techniques. Mais Et dans la biographie de Viviane Gornick, ça m'a marqué. Elle rapporte un reportage aussi d'un journaliste qui manifeste exactement cet étonnement là, c'est-à-dire en fait, bon, c'est une femme petite, etc. Mais quand même, quand on l'entend parler et qu'on regarde attentivement sa bouche, on voit le serpent. Et donc, il retrouve quand même cette image de la femme anarchiste, potentiellement violente, et qui en tout cas représente quelque chose de dangereux. Oui, et ça c'est récurrent, et puis étonnamment, hein, c'est quand même plutôt sur les femmes anarchistes qu'on va parler du physique, parce que Voltairine de Cleyre, c'est pareil, elle a un air de première communiante, bon, elle a été élevée au couvent, c'est pour ça que je me permets de dire ça, de jeune fille très pure, très voilà, et dans les comptes rendus journalistiques, on a exactement la même chose. Même quand elle commence à parler, elle a des idées, enfin vraiment, c'est pas possible. Il y a même un journaliste qui lui dit « Mais vous savez, si vous laissez tomber votre truc de l'anarchisme, là, vous pourriez vraiment faire carrière dans la traduction, dans l'enseignement. Vous êtes une grande intellectuelle. » Et elle dit « Ouais, mais enfin, le truc, c'est que ce truc de l'anarchisme, c'est quand même un petit peu central dans ma vie. Donc, je ne vais pas laisser tomber tout de suite. » Et voilà, c'est ça. On se dit « Ah, mais en fait, c'est des femmes formidables. Mais pourquoi elles croient à cette idéologie très étrange ?» Pour revenir sur la question du judaïsme dans sa vie et peut-être aussi dans son itinéraire intellectuel, apparemment c'est quelque chose dont elle parle quasiment jamais, peut-être à part pour la nourriture et la synagogue en prison, mais qui est en tout cas très, très peu explicite, très peu présent dans les textes qu'on a aujourd'hui. Sauf sur cette période, ce moment où elle devient apatride, où elle est déchue de sa nationalité, où elle se retrouve, comme vous le disiez, expulsée vers un pays natal qu'elle ne vit pas forcément comme étant un pays natal, et où là, elle a des mots là-dessus sur la vagabonde, justement ne pas avoir de papier, et où elle fait ce lien avec la figure du juif errant, comme si elle retrouvait quelque chose de son identité juive par sa condition politique finalement à ce moment-là de sa vie. Totalement. Vous dites très justement la figure du juif errant. Elle va revenir à plusieurs reprises en fait dans ses propos, y compris quand elle parle d'elle-même dans cette position de vagabonde chassée, chassée des États-Unis, pas tellement chassée de la Russie parce que c'est elle qui choisit de quitter ce pays quand elle est complètement désillusionnée par ce qu'a donné la révolution d'octobre et ses séquelles. Mais elle va aussi revenir sur cette métaphore, sur cette figure en tout cas de juif errant quand elle parle de ses camarades
camarades juifs dont elle dit qu'ils sont devenus, et là c'est presque à la fin de sa carrière et de sa vie, on est vraiment à la toute fin des années 30. Elle va dire les juifs aujourd'hui sont devenus plus juifs qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. On comprend leur tragédie. C'est dommage pour notre cause, dans le sens où, comme le disait Alice, elle ne veut pas se cloisonner, elle ne veut pas se refermer à cette communauté culturelle très particulière. Elle veut que la cause anarchiste soit étendue à l'intégralité en fait de la planète, c'est possible, mais en tout cas de la société d'accueil dans laquelle elle parle, et donc elle fait le choix actif d'être anglophone. Elle ne veut pas parler yiddish, même si elle le faisait au début. Elle dit Jewish au début. À l'époque, on disait beaucoup Jewish au lieu de yiddish parce que c'était une langue tellement répandue. On disait juste parler juif. Elle veut pas parler juif en fait. Elle veut parler anglais. Mais à l'époque, en fait, même si elle n'est pas tout à fait d'accord avec ce choix, elle dit cette tragédie doit être comprise. Et moi, je le comprends. Et c'est à ce moment-là qu'elle parle aussi de la figure du juif errant qui est revenu, comme elle dit, to the fore, qui revient un peu à l'avant-plan. Donc pour elle, c'est vrai que c'est un combat. Toute sa vie, ce sera pas très clair en fait. À la fois, elle voudra rejeter son identité juive, et à la fois, elle va se la réapproprier, et elle sera jamais vraiment prête à l'abandonner. Donc pour elle, ça va expliquer en fait les choses qui arrivent à sa communauté, arrivent à ses camarades, et arrivent à elle-même aussi. On va justement pouvoir voir le court-métrage qui commence en yiddish et qui va donc bien nous montrer, vous allez voir à la fois les échos aujourd'hui, peut-être avant de passer à cette deuxième partie de soirée, juste une dernière question. On a envie, je pense, j'espère, de la lire en vous écoutant. Qu'est-ce que vous conseiller, parce que c'est vrai que c'est une œuvre qui n'est pas évidente, comme c'est pas une œuvre vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on lit si on veut se plonger un peu plus avant dans sa pensée? Alors, moi, je défendrais quand même l'idée que c'est une œuvre, mais ce serait une discussion trop longue à avoir, et que la théorie politique, c'est pas juste des gros bouquins très très théoriques écrits par des hommes. Donc, je vous conseille. Merci. Moi, je trouve honnêtement que les recueils qui sont parus chez Payot, donc je suis désolée parce que là je suis un petit peu fatiguée, donc je n'ai pas exactement les titres en tête, mais ce sont des recueils de ses principaux articles, dans lesquels vous trouverez notamment celui sur l'émancipation féminine, mais aussi son texte sur la violence qui est très, très intéressant. Et l'écriture de Goldman est vraiment très accessible. Après, si vous êtes prêt, et si vous voulez quelque chose de plus, comment dire, je n'allais pas dire romancé parce que c'est son autobiographie, mais qui fait genre 1000 pages, mais qui est passionnante et qui se lit vraiment très bien. Hein. Elle avait une verve à l'oral qui se ressent vraiment dans son écriture, où là aussi c'est une écriture qui est très claire, et donc Vivre ma vie, c'est quand même, c'est pas tant sur ses idées, même si elle les explore aussi, mais ça vous donne vraiment un aperçu de cette vie un petit peu gigantesque quand même qu'elle a eue. Donc moi, je conseillerais quand même aussi très fortement l'autobiographie. Il nous faut être prêts à chaque instant sur la violence politique. Voilà le titre en français chez Payot. Merci. Et ben, je pense qu'on peut redonner la parole à Sophie Andrieux. Et merci beaucoup à toutes les deux.